Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live Studirama d'hydroéducation. Je pense qu'il va commencer dans quelques instants. Je ne vois pas ça y est, je vois les connexions qui arrivent. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live. Alors, je sais que je suis un petit peu dans l'obscurité, comme ça, c'est la marque de fabrique, hein. On ne voit que le visage, que la puissance de l'expression. Allez, blague à part, ce soir, on parle d'abord des femmes. Ça veut dire quoi, on parle des femmes? Ça veut dire que, vous le savez bien, toutes les enquêtes le montrent, de manière générale, on sait que les hommes préfèrent les mathématiques, la physique, la chimie, les sciences dures ou un petit peu molles, et au détriment des femmes qui, elles, préfèrent plutôt, de manière générale, les lettres et l'anglais, le français, etc. Donc, ce sont des généralités, évidemment, qui avaient lieu d'être il y a de nombreuses années, qui tendent un petit peu à s'atténuer. Donc, moi, je suis là ce soir pour vous dire quoi? Pour vous dire tout simplement que les femmes, dans l'enseignement supérieur, et de manière générale, lorsqu'elles prennent des responsabilités, le font mieux que les hommes. Et oui, je suis un homme et je dis que les femmes sont mieux que les hommes. Et pourquoi je dis ça? Pas pour faire la promotion de la femme en mode allez, on est woke, on est sympa, aujourd'hui on va dire que les femmes sont meilleures que les hommes, mais tout simplement parce que c'est constaté. Parce que nous, on a 23 ans d'existence dans l'ingénierie écologique et dans l'ingénierie de la nutrition. On a des niveaux Bac+5, donc des gens qui ont un titre qui ressemble à celui d'ingénieur. On va devenir école d'ingénieur, notamment en EGPN, gestion et protection de la nature. Et on a un cursus qui ressemble énormément aux études d'ingénieur. Et qu'est-ce qu'on constate? Que les femmes qui arrivent avec une ouverture d'esprit beaucoup plus grande que les garçons, arrivent avec des incertitudes qui sont créatrices de questions, qui sont créatrices de « mais je ne sais pas, donc je vais chercher », alors que chez l'être masculin, dont encore une fois je fais partie, et donc je ne dénigre pas l'homme avec un petit H, n'est-ce pas, mais dont l'être masculin a plutôt tendance à ne pas rechercher les causes ni les effets. C'est-à-dire que on se pose pas de questions, on est un gars, on fonce, ouais, il y a un peu de maths, on s'en fout, on fonce, on est là pour bosser. Et j'exagère, mais vraiment pas du tout. Et nous, dans les chiffres, qu'est-ce qu'on constate? Que la proportion de femmes depuis une vingtaine d'années, donc depuis 2000, nous on a des stats depuis 2000, on est en 2023, vous allez me dire c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. À l'échelle de l'humanité, c'est rien. À l'échelle d'une petite vie humaine, ça commence à faire un quart de siècle presque, c'est beaucoup. Sur 23 ans, qu'est-ce qu'on constate? La part des filles qui font des sciences, qui sont attirées par les sciences, qui sont attirées par de la recherche, qui sont attirées par l'écologie, qui sont attirées par des choses un petit peu complexes à comprendre, des choses à mettre en organisation, à mettre en musique, à mettre en ordre, les femmes sont de plus en plus nombreuses. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, j'avais dans une classe de gestion et protection de la nature une fille, 2 filles au maximum, et puis le reste de la classe, à peu près 25-30 élèves, c'était des garçons. Aujourd'hui, on a moitié-moitié, voire plus de filles dans certains domaines, dans certaines classes, à certains niveaux. Alors, il faut rentrer dans le détail, on n'a que 30 minutes, je ne peux pas m'exprimer exactement, mais aujourd'hui, on a plus de filles qui arrivent, c'est-à-dire des jeunes filles qui sont en terminale et qui décident de ne pas se censurer et qui décident d'aller dans des matières qui sont censées être masculines. C'est quoi une matière masculine? C'est l'écologie, la zootechnie. C'est quoi la zootechnie? C'est mettre en place sur le territoire, c'est-à-dire les 2 pieds dans la boue, il fait froid, il neige, vous êtes dans l'eau, les mains gelées, vous allez poser des moyens de vérifier la température de l'eau, l'indice biologique de l'eau, les quantités d'espèces, la biodiversité. Vous êtes en train de monter à 10 mètres sur un arbre, en train d'essayer d'observer la canopée, d'essayer de voir si oui ou non on va retrouver les mêmes espèces qu'en bas. Et ben ça, c'était des choses qui étaient plutôt masculines et qui aujourd'hui tendent à moins l'être. Pas parce que ça a changé, hein, il n'y a pas des petites ailes qui nous ont poussés et qui nous permettent de monter dans les arbres, mais c'est parce que les jeunes filles qui ont exactement les mêmes propriétés physiques qui permettent de monter un arbre, monter un arbre, il n'y a pas besoin d'avoir je ne sais pas quoi, hein. Une fille ou un garçon peuvent monter un arbre de la même manière, une fille ou un garçon peut mettre les pieds dans la boue et aller rechercher un peu d'aventure, le froid, de l'excitation physique et en même temps des choses qui sont nouvelles. Il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a les mêmes compétences, les mêmes propriétés, les mêmes capacités, il n'y a pas de différence à faire. Et donc, ce qu'on voyait avant, et ce qui pour moi était une censure, c'est-à-dire que les jeunes filles n'osaient pas, se disaient non, l'écologie c'est pas pour moi, non, faire des sciences c'est pas pour moi, devenir docteur en sciences de la nutrition,
ah ben non, c'est pas pour moi. Aujourd'hui, oui, on a des femmes et d'ailleurs, il y a plus de femmes qui sont docteurs en sciences de la nutrition que d'hommes. On a plus de femmes qui se dirigent dans des sections plutôt de biologie marine, de secteurs qui sont réputés comme étant assez exigeants et particulièrement masculins qu'auparavant. Donc aujourd'hui, on a un équilibre comme ça. Il y a même des sections où on a vraiment plus de femmes, c'est-à-dire sur une trentaine d'élèves, vous avez clairement à peu près une vingtaine de filles et une dizaine de garçons. Donc il y a une tendance qui commence à évidemment se modifier et que nous on constate. Donc ça, ce sont des réalités. Deuxième chose, c'est bien beau, elles arrivent plus nombreuses. OK, mais quid de l'emploi? Quid des stages? C'est-à-dire, qu'en est-il des stages? Qu'en est-il de l'emploi? Eh bien, on s'aperçoit aussi que là, les mentalités ont changé, heureusement, et que les filles qui, auparavant, auraient peut-être pas tenté un stage au Zimbabwe, un stage dans une réserve africaine un petit peu dangereux, un stage en forêt équatoriale, à la limite de la Guyane, quand on commence à rentrer avec les chercheurs d'or, qu'il y a des risques physiques, qu'il y a de la bagarre, qu'il y a de la menace, etc. Ben, aujourd'hui, on a effectivement des jeunes femmes qui font ça et qui le font avec plaisir. Et donc, qui, par exemple, vont se projeter dans la nature, vont se projeter dans des situations un petit peu ardues, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on a des jeunes gens féminins de plus en plus nombreux, on a une acceptation du milieu, si je puis dire, de plus en plus ouverte et une ouverture d'esprit qui est indéniable. Et donc, pourquoi aujourd'hui il y aurait peu de femmes et on continuerait à entendre dire qu'il n'y a pas de femmes qui font des sciences ou qui deviennent ingénieurs. Donc nous, on pousse évidemment la gente féminine, et moi je vais plus loin, je donne ma petite note qui est totalement personnelle et qui n'engage que moi, c'est qu'effectivement je constate que en termes d'organisation, en termes de rendu de travaux, en termes d'efficacité sur le terrain, en termes de sérieux, je suis désolé, la gente masculine, vous m'en voudrez peut-être, mais les femmes sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus efficientes et beaucoup plus sérieuses que les garçons. Et aujourd'hui, quand je rencontre des professionnels du terrain, des bureaux d'études, ils préfèrent travailler avec qui? Avec des femmes. Donc c'est une réalité. Alors évidemment, il y a plein de gens qui le disent pas. Déjà parce que ce sont des hommes, et puis parce que, je sais pas, c'est un discours qui semble un petit peu, on a l'impression que c'est faux, mais c'est une réalité, c'est une vraie réalité. Donc voilà, aujourd'hui, surtout, mesdames, et vous, les femmes qui avez des enfants, filles, et vous, les jeunes filles qui regardez, ne vous censurez pas. Foncez dans ces métiers-là. Alors, Sudirama me pose la question de Clémence, en quoi consiste le fait d'être ingénieur nutritionniste ou ingénieur écologue? Quels sont les métiers associés? Alors là, on rentre dans des questions assez vastes. Nous, on a deux écoles. On a le GPN, gestion et protection de la nature, et on a le DNA, diététique et nutrition humaine. D'un côté, on étudie le corps humain, c'est-à-dire que on va faire de la psychologie, évidemment, mais surtout de la physiologie, de la physiopathologie, c'est-à-dire qu'on va étudier le corps humain de manière générale et étudier les pathologies et tout ce qui est lié au métabolisme de l'alimentation et de la nutrition. C'est vraiment le cœur de métier. Vous pouvez faire un bac+2, le BTS diététique. On pose la question à un diététicien et nutritionniste, la différence, c'est ça. Diététicien, c'est bac+2. Et tout ce qui est au-dessus, c'est nutritionniste. Donc le bachelor, c'est nutritionniste. Le master, c'est bac+5 et c'est nutritionniste. Distinction qui, dans les faits, a peu d'intérêt. Vous avez des diètes qui sont meilleures que des bac+5 et vous avez des bac+5 qui sont meilleurs que des docteurs. Donc, vous savez, c'est l'usage. Et là aussi, encore une fois, le diplôme, je sais qu'en France, on pense qu'au diplôme, mais c'est vraiment ce que vous allez faire sur le terrain qui est important. Donc là, j'ai parlé de la personne. Et ce qu'on appelle ingénieur, parce qu'en France, un ingénieur nutritionniste, mis à part nous à l'EDNH, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'école d'ingé en nutrition. Il n'y a pas d'école d'ingé, d'ailleurs, non plus en écologie. On a, nous, les deux écoles. Je les ai créées il y a 23 ans. Je suis désolé, oui, j'étais le seul. À l'époque, on se moquait de moi. Aujourd'hui, on me dit que c'est pas normal qu'il y ait que moi. Voilà, c'est comme quoi, vous voyez. Et donc, on a le diplôme bac+5 en en nutrition, et le diplôme bac+5 en écologie. Et en écologie, on a quoi? On a des gens qui travaillent donc à étudier non pas le corps humain, mais un espace de nature. Vous arrivez, vous avez une clairière. Qui dit clairière, ça veut dire que vous avez un milieu ouvert, un milieu fermé à côté, c'est-à-dire la forêt. Donc, il y a un lien entre le milieu ouvert et la forêt, entre les rapaces qui chassent et ceux qui sortent de la forêt dans laquelle ils se protègent, ils nichent. La nidification des oiseaux également. Donc, vous avez le monde des végétaux, vous avez le monde des insectes, l'entomologie, l'herpétologie, c'est les reptiles, vous avez les oiseaux, c'est l'ornithologie, etc. Donc, vous étudiez tous ces mondes-là et vous étudiez les liens qu'il y a entre ces mondes. Et c'est ça aussi beaucoup la chose la plus importante, c'est la biodiversité, c'est vous étudiez les espèces une par une, et la biodiversité, elle n'existe que parce qu'elle est en relation.
Donc, on a des relations de dépendance, on a des relations de compétition, de concurrence entre les espèces qui sont espèces animales, mais aussi espèces végétales. Vous avez des arbres qui se font de la compétition pour savoir quelle est la racine qui va dominer l'autre et l'arbre qui va donc prendre de l'ascendant ou qui va étouffer l'autre, c'est-à-dire qui va grandir plus vite, lui choper les rayons du soleil pour transformer ces rayons du soleil, comme vous le savez, en faisant la photosynthèse en énergie, c'est-à-dire en sucre. Donc, on va transformer les rayons du soleil, du CO2, de l'oxygène et de l'eau avec de l'air pour faire donc l'oxygène pour faire de l'énergie pour l'arbre, et c'est ce qui va lui donner aussi sa couleur verte, la chlorophylle, qui se retrouve être en partie génétiquement dans l'arbre. Donc, vous savez, tout ça, c'est de la science, et c'est comme ça, en fait, qu'on étudie le monde. En fait, on étudie le monde en étant scientifique. C'est pour ça que je dis que les femmes, très souvent, les jeunes femmes, très souvent, sont très fortes, parce qu'elles cloisonnent bien, elles organisent bien. Et la première action d'un scientifique, c'est l'observation, être capable d'observer. La deuxième action d'un scientifique, c'est le classement. J'ai observé, et après je classe dans des boîtes, j'organise, je range. Et une fois que j'ai rangé, je me demande ce qu'il peut y avoir comme lien et quelles sont les causes qui amènent à ce rangement ou quelles sont les conséquences qui sont entraînées par ce mode de classement ou tout simplement par la chose que j'ai mis dans ma petite boîte. Donc, et là, on va commencer à réfléchir, à proposer des hypothèses. Un scientifique fonctionne par hypothèse. Je fais l'hypothèse que dans ce lieu-là, il y a eu des peupliers qui se sont fait la guerre, il y avait de l'eau s'est tarie, la source a été arrêtée, et donc les peupliers sont devenus de moins en moins nombreux, d'autres arbres sont arrivés, comme des hêtres, etc. Il y a eu de la compétition, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais des hypothèses et j'essaie d'imaginer ce qui s'est passé pour comprendre ce que va devenir ce lieu. Pareil avec les animaux, je m'aperçois que de ce côté-là, j'ai une rivière ou j'ai une mare, de l'autre côté, j'ai un terrain un peu aride, on déplace une rivière, il se met à pleuvoir, il y a un changement d'hygrométrie de ce côté-là, et là, vous avez tous les batraciens qui débarquent de l'autre côté, alors que le côté dont je parle est à plus de, par exemple, 100 km. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que les batraciens qui étaient plutôt à 100 km se retrouvent là? C'est ce qu'on appelle la continuité écologique. Nous, les êtres humains, on ne comprend que ce que l'on voit. Donc, on a l'impression que si vous mettez un immeuble ou un mur, eh ben, il n'y aura pas de continuité écologique entre ce côté-là et ce côté-là. Sans vouloir faire d'amalgame ni de jeu de mots avec ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, mais on pourrait analyser le Moyen-Orient d'un point de vue scientifique, on pourrait étudier, imaginons qu'on soit des extraterrestres et qu'on essaye d'étudier un petit peu les guerres qui se passent dans le monde. Eh ben, imaginons, je suis un extraterrestre, j'arrive, je regarde et j'étudie chaque peuplade et j'essaye de voir s'il y a une différence. S'il n'y a pas de différence, pourquoi est-ce qu'ils rentrent en compétition? Pour la nourriture, pour l'énergie, pour les femelles, pour les animaux, ça marche comme ça. Et donc, on essaye de comprendre. Et ben voilà, c'est ce que fait un ingénieur en écologie. Il recherche la compréhension du milieu. Et ça, il peut l'appliquer dans l'eau, en dehors de l'eau, dans la montagne, donc les milieux montagnards. Il peut l'appliquer en plaine, dans une rivière. Il peut l'appliquer sur un bassin versant du côté de la mer, pour savoir le lien qu'il y a entre les agriculteurs qui font des vignes et la mer. Est-ce qu'il y a eu des déversements à un moment donné de nitrates dans l'eau? Si oui ou non, est-ce que ça a entraîné une pollution qui a entraîné une diversification de la faune ou à l'inverse, un appauvrissement de la faune? C'est plutôt un appauvrissement de la faune, évidemment, etc. Donc, je vais vite, je suis désolé, on n'a pas beaucoup de temps, mais si vous voulez, c'est tellement vaste, voilà. Donc là, le travail que vous avez à faire en tant que, et là je m'adresse aux femmes surtout, aux jeunes femmes, c'est de croire en vous et de ne pas vous limiter, de ne pas vous mettre des œillères. Moi, je parle de ce que je connais, je parle d'écologie et je parle de nutrition, mais je suis certain que c'est exactement pareil avec Polytechnique, HEC et toutes les grandes écoles dont tout le monde n'a que le mot à la bouche, sans savoir exactement de quoi il retourne derrière. Faites-vous confiance, foncez, n'ayez peur de rien et surtout pas de réussir. Parce que la peur de réussir, c'est aussi la peur d'être différente, c'est la peur de se retrouver dans un milieu qui est essentiellement masculin ou qui est complètement différent ou qui n'est pas du milieu social dont vous venez, etc., etc. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut foncer. Voilà. Une ingénieure, qu'on mette un E à la fin ou pas, ça je m'en moque, mais une ingénieure, c'est une jeune fille qui a réussi à dépasser le clivage homme-femme et qui se considère comme avant tout un cerveau capable de comprendre et capable d'agir. Voilà, c'est tout. Et ça s'arrête là. Il n'y a plus de distinction de sexe en réalité. Une fois qu'on s'est jeté dans la mêlée, le sexe de la personne, on s'en moque éperdument. Alors, j'ai 2-3 questions. Alors, je suis ingénieur agroalimentaire.
Au Cameroun, très bien, nutrition, Alors bon, ben ça c'est les conditions. Ben, il faut aller sur notre plateforme. On a une plateforme d'hydroéducation .com/admission, il faut faire votre dossier. Je ne peux pas rentrer dans le détail évidemment de chaque personne, mais il faut faire votre dossier en ligne. On a un dossier en ligne d'hydroéducation.com. Hein, c'est l'école, si vous voulez, c'est un peu l'école maman d'hydroéducation, et elle a des filles, EGPN, école de gestion et de protection de la nature, EDNH, école de diététique et nutrition humaine. Question de Manon, dans quel type d'entreprise peut-on travailler avec un diplôme en écologie ou en nutrition? Waouh! Alors là, les entreprises sont très vastes. On peut travailler dans l'agroalimentaire, on peut travailler dans un parc naturel, on peut travailler dans un hôpital, on peut travailler évidemment dans la pharmaco, tout ce qui est industrie pharmacologique, on peut travailler, je crois que si on réunit les deux, l'écologie et la nutrition, on peut même travailler dans une banque qui engage des nutritionnistes pour justement veiller à la bonne alimentation de leurs salariés. Je crois qu'on peut travailler à peu près partout. On peut travailler à Sodexo dans le monde entier. On peut vraiment, je crois qu'avec ces 2 diplômes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Est-ce que le titre d'ingénieur en nutrition pourra m'être accordé à la fin de mes études en alternance? Alors, l'alternance ne change rien chez nous. Oui, à partir du moment où vous avez fait vos 5 ans, vous avez le titre, donc il n'y a pas de problème. Eva nous dit, pouvons-nous passer par une classe BCPST afin de suivre des études d'ingénieur écologue? Alors, BCPST, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la classe préparatoire qui permet de passer le concours, notamment de vétérinaire. C'est la classe préparatoire bio. Alors aujourd'hui, ça a peut-être changé depuis les dernières années où je m'en suis pas occupé, donc il y a peut-être d'autres types de concours. C'est peut-être pas réduit au vétérinaire, mais c'est essentiellement ça. Donc, si vous avez fait BCPST, donc vous avez fait une classe prépa de 2 ans, voire 3 ans si vous avez triplé, et dans ce cas-là, vous entrez chez nous. Si vous avez fait vos 3 ans et qui sont reconnus, c'est-à-dire que la 3e année, vous avez été admissible, mais vous n'êtes pas rentré dans l'école, vous pouvez rentrer en master directement. Donc là, vous pouvez continuer. Mais le mieux, quand même quand on a fait BCPST, c'est quand même de profiter de l'école. Parce que c'est pas qu'une histoire de diplôme, encore une fois. C'est une histoire aussi de ce que vous allez faire comme stage. Il y a 6 mois de stage en 3e année. Il y a tout l'apprentissage. Chez nous, il y a une sortie par semaine sur le terrain. Les écologues, vous sortez une sortie par semaine sur le terrain. Plus le week-end, vous êtes obligé d'en faire une 2e. Donc, ça vous fait 2 sorties par semaine. En plus, on a un programme grande école en biologie marine qui se déroule à Paris. Donc, vous avez la possibilité aussi de faire de la biologie marine et d'aller donc à Paris. Vous faites vos études à Paris et là, vous allez plonger. Alors, je sais que c'est un peu bizarre, à Paris, on plonge pas, mais on s'entraîne autour de Paris. Puis après, on va plonger en Normandie ou en Bretagne. Donc, en Bretagne, c'est assez vaste, effectivement. Il y a plusieurs départements, mais il y a plusieurs endroits où on peut plonger. Donc, en fait, vous apprenez d'abord à plonger, vous apprenez à reconnaître les espèces aussi bien à l'extérieur de l'eau qu'à l'intérieur de l'eau. Il y a une limite qu'on appelle la limite tidale, c'est la limite de la marée. Donc, il y a subtidale, c'est sous la marée, et donc il y a au-dessus de la marée. Vous voyez, donc c'est un peu la limite en termes d'écologie marine de ce qu'on considère comme étant marin ou pas marin. Cela dit, il y a une nuance, c'est que les oiseaux marins, par exemple, sont des oiseaux qui sont quand même marins alors qu'ils vivent évidemment hors de l'eau. Question d'Astou, est-ce que les admissions à ces études se font sur concours ou sur dossier? C'est un dossier, c'est-à-dire que chez nous, ce qui est important, c'est le passé que vous allez apporter, votre lettre de motivation et tout ce que vous allez nous dire et qui va nous permettre de mieux vous connaître. Encore une fois, le dossier, le concours, on risque d'avoir des forts en maths, par exemple, qui vont réussir, mais nous, on recherche des gens qui sont motivés pour aller les 2 pieds dans la boue, pour aller sur le terrain, pour aller rencontrer des patients, pour en fait vraiment faire. La grande différence, si vous voulez, qu'il y a, alors je parle sous réserve évidemment des écoles d'ingénieurs que je ne connais pas, je ne connais pas tout, mais la grande différence qu'il y a entre les études d'ingénieurs et les études à l'université, c'est que, bien qu'en dise, malgré ce que peut en dire l'université, c'est que les études d'ingénieurs, de manière générale, sont beaucoup plus précises parce que vous allez sur le terrain observer ou vous considérez des choses en laboratoire, en tout cas, vous agissez beaucoup plus qu'à l'université. Je ne dis pas que l'université, c'est pas bien, j'ai fait l'université, d'accord, et j'en suis très content, il n'y a pas de problème. Je dis juste que nous, on a, au sein de d'hydroéducation, et particulièrement EGPN, EDNH, la faculté de vous amener à rencontrer le réel, de vous faire rencontrer ce que c'est que la vraie vie, le vrai monde. Et ça, c'est très important, c'est ce qui vous permet vraiment d'avancer. Clémence nous demande où sont situés nos campus dans les 10 plus grandes villes de France. Vous prenez les 10 plus grandes villes de France, on est là. Vous enlevez Strasbourg parce qu'on n'est pas Strasbourg et on n'est pas à Marseille.
Question d'Isoline. Est-ce que les diplômes sont reconnus par la CTI? On est en train de faire les démarches. Ils ne le sont pas aujourd'hui. Là, alors évidemment, il faut dater parce qu'on est aujourd'hui en 2023. Je ne sais plus quel jour, novembre 2023, et ils vont l'être dans les années qui viennent. Quand les élèves, là, notre première année de PGE va sortir, ils seront CTI, donc dans minimum 5 ans et maximum 3 ans, j'ai envie de dire à peu près. Donc quand vous sortirez de chez nous, vous serez CTI. Encore une fois, attention, là aussi, commission d'études d'ingénieur, c'est ingénieur légal, reconnu par l'État, etc. Ce n'est pas ça qui vous fera trouver un travail. L'ère du tout diplôme est terminée, je vous le dis. C'est pas... À moins que vous ayez fait, encore une fois, Polytechnique ou HEC, des écoles dont le nom suffit pour vous ouvrir des portes. Mais à partir du moment où vous avez fait une petite école d'ingénieur, même si elle est CTI, que peu de gens connaissent, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous savez faire. Vous savez, aujourd'hui, quand un bureau d'études engage quelqu'un, il va le mettre sur le terrain, il va se balader avec lui, il dit c'est quoi cette fleur, c'est quoi cette plante, c'est quoi cet animal qu'on vient de voir, celui qu'on va entendre, sur cet arbre, on risque de trouver quoi. Vous savez, avec ces 5 questions, c'est terminé. Soit tu sais répondre, soit tu sais pas répondre. Et tu peux avoir tous les diplômes de la Terre, tu peux sortir d'HEC, avoir fait Polytechnique, tu passes pas le barrage du bureau d'études pour être le premier rang du bureau d'études, c'est-à-dire technicien nature de base. Même pas tu seras ça. Alors pourtant que tu auras fait Polytechnique et HEC. Vous voyez, donc c'est pas parce que vous avez fait des hautes études que vous allez réussir dans ces milieux-là. Ce sont des milieux dans lesquels l'étude et l'observation de la nature, c'est pareil pour le corps humain. Vous pouvez avoir fait toutes les études que vous voulez, si vous ne connaissez pas exactement le fonctionnement du pancréas, de l'estomac, de l'intestin, si vous ne savez pas que dans l'estomac, il y a 3 muscles qui broient de sens différentes, que les hormones que vous transportez ne sont pas les mêmes en fonction que vous mangez ceci ou cela, etc. Il y a tout un tas de choses métaboliques à connaître et qui n'ont rien à voir avec des grandes études ou des grandes écoles, mais qui ont à voir avec ce que vous allez observer sur le terrain. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais observation, je répète, scientifique, d'abord il observe, après il classe, et puis après ce qu'il fait, c'est qu'en fait il va procéder soit par induction, soit par déduction, mais il va rapporter à la règle le cas particulier qu'il a trouvé. Et il va y avoir confrontation pour essayer de déterminer ce que c'est, ce que ce n'est pas, etc. Donc, c'est pour ça que faire des études chez nous, c'est accepter d'être un scientifique, mais pas un scientifique qui fait des maths à outrance ou de la physique à outrance. D'ailleurs, dans ces filières-là, et les maths, c'est très peu, la physique, il n'y en a quasiment pas. Ce sont des matières liées énormément à la biologie et qui font raisonner. C'est-à-dire que j'attends plus de quelqu'un qui soit bon en logique, être capable de faire le lien entre différentes espèces. J'ai vu cet animal qui se déplace comme ça, le gypaète barbu. Il va chasser de telle manière. J'observe un autre animal, un autre évidemment oiseau, une sterne, et je vais voir que la sterne, elle chasse d'une manière différente, mais dans sa manière, dans son approche, dans son bec. Moi, je trouve que le bec du gypaète et de la sterne, ça n'a rien à voir. Mais je vais voir des différences ou des complémentarités. Je vais faire des liens, je vais faire de l'analogie. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vous commencez à réfléchir. Et vous dites, non, mais alors si le gypaète, il fait ça, sachant que la sterne, elle fait ça, elle fait pas ça, elle fait ça, ça veut dire que, et là, on va tenter une hypothèse qu'on peut aller vérifier après sur Internet, qu'on va aller chercher, voir. Et puis, des fois, vous allez vous découvrir que c'est vous qui avez la bonne idée, la bonne manière de penser et que peut-être qu'il y a pas mal de gens qui se sont trompés. Ou alors que ce que vous avez découvert fonctionne dans ce milieu-là, mais ne fonctionne pas dans un autre milieu. Et c'est pour ça que les propriétés génétiques, après proprement parler de chaque animal, de chaque espèce, sont tout à fait intéressantes. On en est aujourd'hui à peine au balbutiement de la génétique humaine. Alors vous imaginez la génétique du crapaud, de la tortue, etc. On en est loin. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Et il y a des scientifiques tous les jours qui travaillent sur de la génétique justement de certains types d'animaux. Et on manque de scientifiques parce que plus on connaîtra le patrimoine génétique des animaux, mieux on pourra les connaître, mieux on pourra aussi les comprendre, les protéger, ne pas intervenir sur leur milieu, ou alors on pourra intervenir sur le milieu en sachant qu'ils vont s'adapter, que ça ne changera pas grand-chose à la biodiversité. Dans le mot biodiversité, il y a un mot qui est très important, évidemment, bio, mais c'est diversité. L'objectif, c'est pas qu'il y ait plus d'animaux qui meurent. Sur la Terre, il y a des remplacements d'espèces, il y a des remplacements d'individus constamment. Mais c'est un appauvrissement et c'est une généralisation des types d'individus qui posent problème. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des types d'individus qui sont très différents et qui fonctionnent de manière différente, donc c'est de la richesse,
on va avoir un appauvrissement, c'est-à-dire tout le monde fait pareil. C'est un petit peu ce qui se passe avec les êtres humains, c'est-à-dire quand vous allez dans un centre-ville aujourd'hui, d'une grande ville mondiale, vous allez retrouver les mêmes marques, les mêmes magasins. Que vous soyez allemand, chinois, japonais, américain, bolivien, vous allez retrouver la même chose. Donc, ça, c'est un vrai problème. C'est une perte d'identité des caractéristiques humaines. Et plus l'être humain va se ressembler, et le jour où chaque ville du monde ressemblera à sa voisine, eh ben, l'être humain sera devenu presque une machine. Et ben, dans ce cas-là, tant pis pour lui, l'intelligence artificielle pourra prendre le dessus, on l'aura mérité. Donc, il faut cultiver la diversité, ce qui nous est propre. C'est pour ça aussi que les filles dans les sciences sont très importantes, parce que le regard que les êtres humains portent sur les sciences aujourd'hui, c'est un regard masculin. Souvent, on parle du féminisme, du masculinisme, etc., enfin des oppositions, je ne vais pas en parler, vous y connaissez probablement mieux que moi, mais quand vous regardez les outils qui sont fabriqués, ne serait-ce que pour les scientifiques eux-mêmes, quand vous regardez tous les matériaux qui sont utilisés, ce sont des matériaux qui ont été créés par des hommes masculins, et pas des femmes. Et donc, ce sont des matériaux qui fonctionnent selon une manière de penser qui est masculine. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on peut plus dire homme-femme parce qu'on peut changer de sexe, on peut faire ce qu'on veut, etc. Je suis pas très à l'aise avec tout ça. J'aime trop la biologie, donc je suis un peu perdu. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il faut qu'il y ait plus de femmes pour que les outils qu'on utilise, les services qu'on utilise, les méthodologies qu'on met en place, les regards qu'on porte sur la nature soient des regards qui soient aussi bien des regards d'hommes que de femmes, que des regards qui soient d'hémisphère sud que d'hémisphère nord. Alors aujourd'hui, la science, elle est hémisphère nord et masculine essentiellement et universitaire, alors qu'il faudrait que la science soit un peu plus féminine, un peu plus hémisphère sud et un peu moins universitaire. Je ne suis pas en train de critiquer l'université, je suis en train de dire, vous avez compris si vous m'avez suivi, la généralité, le fait que tout le monde fait la même chose, le consensus, etc. Alors, je réponds aux questions. Oh là, plus que 5 minutes. Nolwenn, est-ce qu'on peut poursuivre le même cursus pour devenir ingénieur aromaticienne? Je ne connais pas ingénieur aromaticienne. Je ne suis pas très à l'aise avec ça non plus. Les aromates, c'est une sous-section sous-section de l'empire végétal, on va dire. Et c'est bien de faire des études, j'ai envie de dire, d'écologie, puis après de se spécialiser. Mais d'abord, il faut des bases, d'accord, pour pas raconter n'importe quoi. Je suis inscrite, mais je n'ai pas encore débuté. Les cours en alternance sont aussi fournis que ceux en formation initiale? Oui, absolument. Ça ne change rien, c'est exactement pareil. Je sais qu'ils seront en fiche de 3 pages maximum, mais j'aimerais savoir si à la fin de mon master, j'aurai autant de connaissances théoriques que si j'avais pris sans alternance. Oui, ne vous inquiétez pas, les alternants, vous aurez les mêmes connaissances. Déjà, vous avez la même base de cours. Alors, ce que me dit GCG, c'est qu'en fait, chez nous, vous avez NetCampus, c'est une plateforme et on vous donne tous les cours à l'avance. Et les cours sont écrits, comme ça, vous n'avez pas besoin de les gratter comme des ânes pendant les cours. Pendant les cours, vous discutez avec le prof, vous faites des exercices, etc. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus palpitant. Donc, les cours sont donnés. Que vous soyez en alternance ou que vous soyez en initiale, les cours sont donnés de la même manière. Ce sont exactement les mêmes. Ça ne change rien. Et la chose qui change, c'est que les alternants sont la moitié, en gros, du temps sur le terrain et la moitié en cours. Donc, ils ont l'impression d'avoir un peu moins de cours, ce qui n'est pas vrai. En revanche, ils ont plus de terrain, beaucoup plus de terrain. Et donc, c'est pour ça que c'est quand même assez intéressant. Après, on peut avoir envie de prendre plutôt le temps de suivre des cours, enfin, chacun sa vie, quoi. Vous voyez, je veux dire, ça, c'est un détail, j'ai envie de dire. L'essentiel, c'est qu'à la fin, encore une fois, vous soyez compétent. Une chose qui est très importante. Chez nous, vous allez faire la différence entre l'information. Là, je vous donne des informations. Même si je vous explique ce que c'est que la photosynthèse, ce sera de l'information. L'information. Et après, vous avez la connaissance. L'information, c'est Wikipédia. La connaissance, c'est quand quelqu'un vous l'a expliqué, vous avez fait des exercices, vous l'avez bien compris, vous l'avez bien encapé, comme disait ma grand-mère, cap, c'est la tête. Vous l'avez bien encapé, vous l'avez bien en tête, et vous êtes capable de le classer, de le retrouver, de le reconnaître. D'accord? Information, on vous explique, ça rentre, mais pas trop. La connaissance, ça rentre bien, c'est bien dans votre tête, vous savez comment ça marche, c'est assez carré, c'est clair. Et la compétence, c'est ce que vous allez voir sur le terrain. Alors, c'est basique, comme petite dichotomie entre les 2 premiers et les 2 seconds, mais ça permet de bien comprendre et de bien se poser la question, j'en suis où là? Par exemple, moi, si vous me posez la question aujourd'hui de l'énergie nucléaire, je vais vous dire, j'en suis, moi, Aldric,
j'en suis au stade de l'information. Je suis mauvais. Si vous me posez la question de certains phénotypes, de certaines espèces en écologie, j'en suis au niveau de la compétence. Et d'autres, par exemple en biologie marine, je pense que je suis pas mal au niveau connaissance, mais pas au niveau compétence. Je ne plonge pas, je suis jamais allé dans l'eau, etc. Vous voyez? Donc, il faut savoir où est-ce qu'on est. Comme ça évite de dire des bêtises. Ça évite de dire moi je sais tout ou moi je sais rien. Non, il n'y a pas de je sais tout, je sais rien. C'est je sais des petits bouts. Des fois, je suis au niveau de l'information, au niveau de la connaissance et carrément au niveau de la compétence. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'il faut apprendre à se situer. Et là, encore une fois, pour revenir un peu au thème de cette entrevue, c'est que les femmes, vous avez souvent tendance à faire preuve. Il y a deux manières de considérer ce syndrome. Dunning-Kruger, vous chercherez Dunning-Kruger. C'est un syndrome, un complexe qui consiste à considérer que plus on en sait, moins on en sait parce qu'on se rend compte en gros de notre ignorance. Et puis vous avez plein de gens qui connaissent rien à rien et qui ont l'impression de tout savoir et qui donnent l'illusion aux autres de tout savoir. Vous voyez ? Donc, ça, vous en avez tous autour de vous, j'en suis persuadé. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon d'être d'un côté, c'est pas bon d'être de l'autre. Ce qu'il faut, c'est être entre les deux, c'est-à-dire reconnaître le juste endroit dans lequel vous êtes. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes un petit peu trop à vous dire je suis pas bon, je suis pas bon, je suis pas bonne, je suis pas bonne, ou à l'inverse, est-ce que vous êtes un peu trop à dire ouais, nos sous-sailles, moi j'assure, pas de problème, je sais tout, je suis une bête, etc. Et ça, c'est des discours très masculins dans l'idée. Alors d'où ça vient, j'en sais rien. Moi, je suis pas en train de faire de la polémique. Je suis en train de dire juste aujourd'hui, mesdames, jetez-vous dans les sciences, venez chez nous, la porte est ouverte, EGPN, EDNH, devenez des professionnels de la nutrition ou de l'écologie, nous vous attendons, vous mettez des E où vous voulez, je m'en moque, mais venez chez nous, on a besoin de femmes aujourd'hui dans ces mondes scientifiques. Voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et je vous dis donc à très bientôt pour venir nous voir à l'EGPN, à l'EDNH. On a une journée porte ouverte le 16 décembre dans tous nos campus en France. Donc, vous pouvez vous inscrire à didroeducation.com/admission, quelque chose comme ça. Didromax, on appelle la plateforme d'inscription. Voilà. Merci encore pour votre patience et vos questions qui étaient très intéressantes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.